Avatar est le film le plus rentable au monde, avec 2,8 milliards de dollars enregistrés. Pourtant, pour les critiques de science-fiction, c'est aussi un grand raté. Trop de caricatures, thème déjà vu, trop de cucu. Mais pour d'autres, plus émerveillés, Avatar a ouvert une voie inexplorée. Celle d'un monde rempli d'espoir et de folie, de conscience, d'innocence et de magie. Mais qu'est-ce que voient ces gens que d'autres ignorent ? James Cameron est un génie, mais c'est aussi quelqu'un de très méthodique. Après l'énorme succès du premier opus, il a rassemblé une dizaine d'écrivains et d'écrivaines, de scénaristes, pour décortiquer l'essence d'Avatar. Le but ? En connaître le sens et la magie de ce premier film qui est devenu culte, afin de pouvoir l'utiliser et l'améliorer dans les prochains volets. This movie was working on different levels. It was working on the obvious overt level. Good story, big adventure, right? On the obvious overt level of lush environments and amazing creatures and animals and rainforest and things like that, a treat for the eyes. It was working on a secondary level, which I would call thematic. James est connu pour peindre des films en couches successives. Une narration seule comprend différents niveaux d'interprétation. Et ces niveaux thématiques peuvent échapper à notre attention consciente, mais pas à notre ressenti. Avatar n'est pas un film de propagande sur la protection de la nature, ni sur la préservation des cultures ancestrales, ni sur le besoin criant d'une nouvelle direction pour notre civilisation. Et pourtant ces thèmes et tant d'autres vous toucheront juste si vous souhaitez voir derrière la façade des paysages époustouflants et des explosions retentissantes. Ici et maintenant, je vous propose de ralentir, de prendre le temps, chose si rare dans notre monde d'argent. Et commençons, si vous le voulez bien, par atterrir là où tout a commencé, dans l'écosystème de Pandora. Pandora, un monde de merveilles et de mystères, d'incroyables dangers et de beautés étranges. Depuis l'hémisphère sud de la Terre, on peut voir le système solaire où se trouve Pandora, Alpha du Centaure. À une distance de 4,4 années-lumière de la Terre, c'est notre système solaire le plus proche. Pandora est l'une des nombreuses lunes orbitant autour de la planète Polyphème, une planète géante et gazeuse de la taille de Saturne. L'atmosphère toxique de Pandora la rend inhabitable pour les humains. La forêt tropicale et humide couvre une grande partie de chacun de ces continents et est semblable à celle qui recouvrait autrefois les bassins de l'Amazonie. On peut trouver une grande variété d'animaux à travers Pandora, tous inspirants et dangereux. La plupart des espèces, y compris les créatures ailées du ciel, sont des hexapodes à 6 membres, à l'exception bien sûr des humanoïdes Na'vi, qui mesurent entre 3 et 4 mètres de haut. L'équidus, par exemple, est un mastodonte à 6 pattes utilisé par les Na'vi pour la chasse et le pistage. Les Na'vi chevauchent également le banshee pour chasser dans les airs. Mais les chasseurs peuvent tenir des proies en présence du grand Léonoptérynx. Dans la canopée en dessous, d'autres prédateurs vicieux rôdent, des meutes de loups vipères, des requins marteaux à la peau épaisse, les Titanotheros et le plus redoutable des prédateurs terrestres, le Thanator. Mais on peut trouver de la beauté, même dans les choses les plus effrayantes. Dans un paysage onirique à couper le souffle, les vastes champs magnétiques couplés aux propriétés exotiques de l'Unobtainium permettent aux montagnes de l'Alléluia de flotter dans un flux en mouvement constant. En tant que supraconducteur le plus efficace jamais connu, l'Unobtainium est une terre rare. Ce minerai, exploité par les humains, est la seule raison de leur présence sur la planète. Chaque organisme vivant sur Pandora possède des qualités bioluminescentes qui lui font briller la nuit. Plantes, animaux et organismes marins partagent cette même caractéristique. Ils émettent de la lumière selon des motifs époustouflants. L'écologie de Pandora fonctionne et communiquerait comme un réseau nerveux, suggérant une relation symbiotique entre toutes choses sur cette planète. Les meilleurs symboles de cette relation symbiotique sont sans doute les petits êtres luminescents appelés Atokirina, qui sont les graines de l'arbre sacré, l'arbre des âmes. L'arbre est sacré pour ce peuple et est considéré comme le cœur de la connexion profonde entre toute vie. Pandora. On ne peut que penser à son homonyme dans la mythologie grecque. La boîte, ayant été ouverte au milieu d'un terrain sauvage et de créatures féroces, nous devons supposer que cet endroit étrange et ensorcelé pourrait contenir quelque chose pour nous tous en son sein, un espoir pour notre espèce, pour notre planète et pour l'avenir de tous les êtres vivants.
Il est temps de se rafraîchir la mémoire et d'affûter son regard. Voici quelques messages cachés dans Avatar que nos consciences rêvent secrètement de réaliser. La saga Avatar repose sur Jake Sully, un ancien soldat marine paralysé des deux jambes. Jake est recruté par hasard sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent l'unobtainium. Prisonnier d'une vie terrestre vide de sens, il peut de nouveau marcher sous la forme d'Avatar et découvrir un nouveau monde. Le commandant Miles Quaritch lui confie une mission d'infiltration du clan Na'vi des Omaticaya. Mais très vite, la mission de Jake dérape et celui-ci se retrouve isolé du reste de l'équipe. Survivre dans la jungle de Pandora aurait été mission impossible s'il n'avait pas reçu l'aide inespérée de la vaillante Neytiri, du clan Omaticaya, fille du chef des Omaticaya. Neytiri aurait bien pu tuer Jake si elle n'avait pas vu un Atokirina se poser au dernier moment sur sa flèche empoisonnée. Face à ce signe inratable pour son œil affûté, Neytiri n'a pas d'autre choix que de rengainer sa fierté. L'Avatar, sans le savoir, a gagné la protection de la divinité. Jake est ainsi guidé à l'arbre maison, devenant ainsi le premier avatar à s'approcher aussi près des Na'vi. La première chose que l'on peut constater est sa maladroiteté apparente. L'environnement complexe de la jungle et le corps dans lequel il se déplace sont de toute évidence encore très nouveaux pour lui. Il fait encore beaucoup de bruit, court avec peu d'aisance et attire l'attention des prédateurs, comme des loups vipères que Neytiri devra tuer pour le sauver une deuxième fois. Tu es comme un petit enfant, tu fais du bruit et tu ne sais rien du tout. En plus de ça, Jake agit sans se remettre en question. Il est certain de qui sont les gentils et les ennemis, et n'hésite pas à en tuer certains. Pour Neytiri, la mort des loups vipères était évitable, si Jake avait été plus discret. Elle connaît le danger que représentent ces créatures, mais elle voit aussi leur place dans l'équilibre fragile de la jungle. Regardez le contraste avec les dirigeants humains, qui eux voient le peuple Na'vi comme de simples nuisibles, qu'il s'agirait d'écarter loin de leurs objectifs. Ce que je veux, c'est que vous appreniez à connaître ces sauvages de l'intérieur. Je veux que vous gagniez leur confiance. Je veux savoir comment on peut les forcer à coopérer et comment les mater s'ils refusent. Cette caricature presque enfantine peut faire sourire, mais elle reflète une tendance que nous avons tous en tant qu'humains, celle de voir le nuisible dans son prochain, tendance biologiquement et socialement conditionnée, et tendance qui nous pousse à suivre nos intérêts premiers, souvent au détriment des autres. Si Jake est comme un enfant qui pense tout savoir, il se détache néanmoins de ses deux chefs par sa soif d'apprendre, et il devra remettre en question ses jugements un à un pour espérer survivre dans cette jungle. Ça tombe bien, parce qu'il en a profondément envie. Nous avons essayé d'apprendre à ceux de ton peuple. Il est très dur d'emplir une coupe qui est déjà pleine. Moi, ma coupe est vide. Croyez-moi. Demandez. Si je suis comme un enfant, alors... peut-être que tu pourrais m'apprendre ce que je sais pas? Jake, lui, a l'esprit curieux et courageux, l'esprit de l'apprenti. Et le clan des Omaticaya partage ce besoin de comprendre l'autre. On dit que le maître apparaît lorsque l'élève est prêt. Même si Neytiri doit enseigner les usages à Jake contre son gré, son initiation peut enfin commencer. À en juger par l'ascension de Jake au sein des Omaticaya, ses exploits sur le terrain et l'évolution de sa toison, on peut dire qu'il a vécu une véritable transformation. Le type de transformation qui mêle savoir et sagesse, une vraie initiation. Et le succès de sa rapide initiation peut être attribué à au moins deux facteurs majeurs. Premièrement, l'initiatrice. Bien que Neytiri fasse la grimace en recevant l'ordre d'introduire Jake à leur culture, elle jouera son rôle à merveille. Chasseuse, guerrière et leader à cœur, elle lui enseignera des compétences cruciales pour survivre dans cette planète hostile. Et le pouvoir de son enseignement est certainement aussi décuplé par la dualité de leur relation. Là où Jake incarne un masculin aux défauts et aux qualités très archétypales, comme le courage, l'assertivité, l'indépendance, Neytiri, elle, incarne des traits profondément féminins. Ça, c'est Zoe Saldana qui a interprété le personnage. Voici ce qu'elle a à dire sur son rôle. That was the biggest challenge for me, being already, 27 when I was hired to incarnate Neytiri was to bring in her spiritual essence to the part and go back to a childlike state of mind, of imagination and purity. Il est intéressant d'observer que cette initiation se produit aussi chez nous, à l'échelle collective.
Le modèle d'un masculin qui impose sa seule volonté aveuglément sur le monde n'a que trop duré. Les nombreuses crises, traumas et destructions de masse d'aujourd'hui sont autant de conséquences plus ou moins directes qui prennent racine dans ce conditionnement. Il est temps d'un changement de modèle, à tous les niveaux de la culture. Il est temps d'écouter, de prendre soin, de régénérer. Ces valeurs, par essence féminines, sont parfaitement incarnées par Neytiri. Elle sait interpréter les signes de la nature. Regardez comme elle s'est retenue de tuer un ennemi juré de son peuple, un avatar, simplement parce qu'Eywa a envoyé un signe. Neytiri est fortement connectée au rythme et au cycle de la nature. Elle sait aussi amener une forme de légèreté au milieu de la nuit. Elle sait jouer et s'amuser, avec une forme d'innocence propre à de nombreux archétypes d'une jeune fille. Aujourd'hui, les blessures de cœur que beaucoup d'hommes subissent à travers des ruptures, burn-out ou dépression, ouvrent la possibilité d'un changement de voie. Et ce changement est de plus en plus souvent guidé par la sagesse féminine. Ce sont les femmes, au sens large, qui nous montrent une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de voir. L'écoute, l'empathie, la patience, la générosité, le soin et le ressenti émotionnel sont autant de qualités apportées par la douceur et la sagesse féminine. Pour des hommes en quête d'identité, il ne s'agit pas de tout abandonner, mais seulement d'intégrer ce qui est bon à prendre. Ou comme les bouddhistes pourraient dire, mettre un peu de yin dans son yang. En dehors des qualités féminines que nous venons de décrire, Neytiri est aussi maître dans l'art de la transmission. Vous avez 3 mois, Sally. Après, ce sera les bulldozers. En seulement 3 mois, Jake a complètement intégré les usages Na'vi. Comment a-t-il appris aussi rapidement? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de son initiation? Cette partie s'adresse spécifiquement aux apprentis de la vie, désireux de mieux apprendre et connaître le monde. Et apprendre, c'est savoir mieux. Pour parler correctement d'apprentissage, il semble donc crucial de se demander comment est-ce qu'on acquiert du savoir en premier lieu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'enseignement de Jake est bien différent de celui qu'on peut recevoir dans une école traditionnelle. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances théoriques de livres, comme l'a fait son ami anthropologue Norman Spellman. Norman Spellman. On nous a appris à voir le savoir sous cet angle. C'est le savoir de la pensée, celui qu'on utilise en débat, pour décrire une théorie ou analyser quelque chose. Ce savoir se veut factuel, logique, objectif. Rien de mal à ça, mais il y a plus. Le professeur John Wawrecki qualifie ce savoir de propositionnel, car il est constitué d'un ensemble de propositions sur le monde. Ceci est une pipe, ou ceci n'est pas une pipe. John est professeur en psychologie et sciences cognitives à l'université de Toronto, et c'est une référence mondiale dans le domaine du savoir et de la sagesse. Selon lui, notre société survalorise bien trop certains types de savoir au détriment des autres formes, car il en distingue 4 des formes, 4 façons de mieux connaître le monde, commençant toutes, comme par magie, par la lettre P. Et cette décomposition innovante cartographie à merveille l'initiation de Jack sur Pandora. Connaître ces 4 façons de savoir vous aidera à comprendre votre propre processus d'apprentissage et ses potentielles lacunes. Si le premier savoir, propositionnel, est celui des maths, de la physique, de l'histoire, du management, de l'économie, il n'est pas de très grande utilité dans la jungle. Jake pourrait, comme Norman, lire autant de théories sur les arcs Na'vi, cela ne lui permettrait jamais de bien tirer à l'arc. C'est la seconde distinction de savoir, appelée savoir procédural, parce qu'il ne donne pas des vérités objectives comme le premier, mais il permet d'augmenter son efficacité sur le monde. Et qui dit efficacité, dit pouvoir. Des actions spécifiques mènent à des résultats spécifiques, et la pratique régulière de ces procédures forme des compétences. C'est le type de savoir qui répond à la question comment. Comment faire pour sauter? Comment faire pour grimper un arbre ou des lianes? Comment résoudre des équations? Ou comment maximiser ses profits à la fin de l'année? Ce savoir est extrêmement valorisé par les entreprises, qui recherchent un maximum d'efficacité pour mener leurs objectifs. Le problème avec celui-ci, c'est qu'il est aveugle aux objectifs et aux problèmes à régler. Imaginez une personne devenue experte à utiliser un marteau. Celle-ci peut enfoncer des clous mieux que quiconque, mais est-ce que tous les problèmes sont des clous? Vous pouvez remplacer le marteau par des mitraillettes, des stratégies de persuasion ou d'optimisation de ses profits.
Et vous trouverez là un des mots racines de notre monde. Pour s'en sortir, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de voir, d'observer la situation présente, de formuler le problème correctement et de discerner la compétence adéquate sur le moment. C'est une troisième forme de savoir, appelée savoir perspectiviste, car elle requiert d'incarner différentes perspectives et d'en changer au moment donné. Ce n'est pas savoir la vérité sur quelque chose, ou savoir comment faire quelque chose. C'est savoir comment percevoir les choses, comment prendre les bonnes informations de son environnement. Jake regardait la forêt comme un étranger. Neytiri lui apprend à prendre une autre perspective, observer ses beautés, ses subtilités et l'énergie qui circule entre les organismes vivants. Le résultat d'un savoir perspectiviste est la présence. D'ailleurs, l'expression « je te vois » des Na'vi ne vous a certainement pas échappé. Ce n'est pas seulement des gestes, mais une façon d'être en lien avec la personne et de voir qui elle est vraiment. Mais c'est pas seulement je te vois avec les yeux là devant moi, c'est je vois en toi. Je suis content de le retrouver, mais lui aussi il me prend pour un scout. Et pour voir en l'autre, il faut aiguiser ta vue. Regarder au-delà des apparences physiques ou sociales. Regarder dans l'être, plutôt que dans le superficiel. Reconnaître le vaste monde que peut recouvrir une personne. D'ailleurs, les multiples étoiles sur les peaux bleues des Na'vi servent de rappel. Chaque Na'vi est un univers à part entière. Et au risque de vous choquer, allons un peu plus loin. Ajoutons que vous aussi contenez un univers à part entière. Un univers riche et profond, trop souvent mis de côté pour se conformer. Mais un univers qui ne demande qu'à être exploré. Comment, me direz-vous ? Chacun son chemin. J'explore le mien par la méditation, le froid, par l'apnée, le jeûne, le silence, la transe, la danse, la sexualité et le lien humain. Le monde est en train de s'ouvrir à une idée clé, celle que nous sommes tous uniques et intimement riches de diversité. Mais pour toucher cette richesse, nous devons faire l'effort de regarder en profondeur, à l'intérieur. L'effort de gagner en perspective, d'explorer et d'exprimer nos différentes facettes et de toucher à l'essence de notre être. D'ailleurs, si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille une excellente ressource. 7 postures pour vivre des conversations transformatrices. C'est un guide pour gagner en présence, perspective et profondeur dans vos relations quotidiennes. C'est disponible gratuitement sur mon site, le lien est en description. Maintenant, revenons à nos moutons. Car avec la perspective affûtée vient la présence. Et avec la présence vient la conscience. On voit comment les choses s'agencent entre elles. On devient plus perspectif et non réactif. Jake a su raffiner sa conscience à travers son initiation. Une vie perdue lui pèse maintenant le cœur. Et c'est avec respect qu'il traite les créatures de la forêt. Tu l'as bien tué. Tu es prêt. Mais il y a encore une autre façon de savoir. Une forme non tant axée sur la vue que sur l'être. John Vervaeke appelle ça le savoir participatif. Il s'agit de connaître sa place dans le monde, être en relation appropriée au sein de l'arène dans laquelle on opère, cette connexion dynamique avec l'environnement et ceux qui nous entourent. Sentez la différence quand vous êtes déconnecté d'une conversation, d'une danse ou d'une quelconque situation, versus quand vous êtes à l'aise et dans le flow, et plein de vos ressources internes. Au travail, dans son lit ou avec ses parents, on entre à chaque fois dans un contexte différent, aux règles du jeu statique ou dynamique. Chaque contexte est comme une arène à part entière, dont vous êtes les agents, avec un rôle que vous vous assignez ou que d'autres vous assignent à votre place. John appelle ça la relation agent-arène, et c'est bien plus puissant que vous l'imaginez, car cela touche à notre profonde identité. Identité auto-assignée ou imposée, et donc à notre souveraineté. Quand notre rôle est mal défini, on se sent maladroit, gauche, inadéquat et pas à sa place. Quand on connaît notre rôle dans une arène donnée, on sait comment participer, on peut anticiper ce qui vient et improviser avec naturel et brio. Parce qu'on n'est pas en train de cogiter à quoi faire, on le fait car on le sait. Et c'est fluide, on est aligné avec notre environnement. Avec ce type de savoir, on ne fait pas qu'observer le monde, on l'impacte également. Mais pas dans le simple sens procédural, action-résultat.
Action, réaction. C'est-à-dire? Action, réaction. Non, on danse avec la situation, à la fois en influençant et en étant influencé par l'extérieur. On participe de façon intégrale. Et là, on peut gérer des choses nouvelles, complexes ou ambiguës. Le challenge n'est que le chemin, parce qu'on sait à quelle arène on appartient. On co-crée la réalité de façon poétique. On devient autotélique. Malheureusement, ces deux formes de savoir, peu valorisées en Occident, se sont peu à peu perdues dans nos cultures. Les raisons sont trop diverses et complexes pour tenter d'en formuler ici un argument satisfaisant. Mais notons tout de même le boulevard d'évolution que ces deux types de savoir offrent à une société en perte de souffle. À quoi ressemblerait une société non plus focalisée sur l'accumulation de savoir ou de compétences, mais sur de nouvelles façons d'être dans un monde déjà merveilleux? Pour ça, il nous faut changer nos lunettes, individuellement et collectivement. Et sur ce plan, les Na'vi sont brillants. Ce peuple, à première vue, paraît bien étrange. Des humanoïdes bleus qui lancent encore des flèches sur des pelleteuses, font des cercles hyper bizarres et mangent encore par terre. Nous serions tentés de les catégoriser rapidement comme peu évolués ou primitifs, tout comme le commandant Miles Quaritch. Pourtant, leur façon de communiquer, de se déplacer et de voir le monde a des côtés inégalés. Qu'est-ce que ont les Na'vi de plus que nous? Il y a sûrement la féerie de leurs forêts bioluminescentes et les créatures fantastiques du milieu naturel. Ou peut-être est-ce leur corps svelte et puissant, dont l'ossature contient de la fibre de carbone capable de supporter des chutes vertigineuses. Ou bien le Tsahil, cette extension de chevelure qui relie la conscience de deux créatures pour se mouvoir à l'unisson, ou pour se lier d'amour lors d'un union. Mais les Na'vi brillent aussi et surtout par leur relation au monde. Le respect dont ils témoignent envers les animaux qu'ils tuent, leur sensibilité à la forêt et aux forces invisibles de la nature. Et quel contraste avec le système militaro-industriel présenté du côté humain. Même si les traits sont grossis dans les deux camps, ce contraste ne peut que soulever le sourcil d'un spectateur contemporain. Car jamais, jamais notre système productif n'a offert autant de confort. Jamais n'avons-nous joui d'autant de sécurité dans nos foyers. Jamais nos besoins matériels n'ont été si bien comblés. Et pourtant les niveaux de fracture, d'isolement et de perte de sens atteignent des seuils alarmants. Si ce n'est pas vous, c'est donc peut-être un proche qui a certainement connu un burn-out ou une dépression. Il semble que l'accaparation effrénée des ressources extérieures et la complexification toujours plus grande du monde a simultanément appauvri nos ressources intérieures, notre tissu social et aussi notre capacité à coopérer pour le bien commun. Le bon philosophe à l'intérieur de vous a certainement 1000 critiques à apporter à notre système. Les mauvaises nouvelles s'accumulent à chaque seconde et notre humanité semble au pied du mur, acculée par des crises systémiques de plus en plus grosses et de moins en moins réversibles, dérèglements climatiques, effondrement de la biodiversité, pour n'en citer que quelques-uns. Et à tout cela s'ajoute aussi une crise d'une autre nature, une crise de l'âme. Et là on a un souci, parce que la capacité d'une civilisation à adresser ces problèmes globaux est directement liée aux ressources propres, internes de chaque individu. Plus les membres sont capables, résilients et savent pourquoi ils se battent, plus ce peuple saura surmonter les épreuves, aussi dures soient-elles. Et dans cette période trouble, de transition, l'humanité subit donc une double peine. Au pied de défis colossaux, nous devons aussi composer avec nos dépressions, anxiété et perte de sens. C'est comme si les forces du vieux rouage qui consument le monde affaiblissent aussi notre capacité de le défier. Mais n'en soyons pas accablés, ne restons pas paralysés. Essayons d'abord de comprendre ce qui nous arrive à l'échelle personnelle et collective. John Vervaeke parle de domicide dans sa série Awakening from the Meaning Crisis, le réveil de la crise de sens. Du latin domus, la maison, et de cide, tuer, le domicide est le sentiment de perdre sa maison. La perte physique, bien sûr, mais aussi la perte d'ancrage à toute notion de place dans une culture commune, censée nous lier et nous nourrir. C'est le sentiment de n'appartenir nulle part.
que rien ne compte face aux forces colossales du chaos apparent. Et clin d'œil ironique ou suite prévisible, les humains de Pandora, après avoir suffisamment souillé leur propre maison, s'en prennent maintenant au Kelutral, l'arbre maison du peuple Omaticaya. Alors vous me direz peut-être que les humains ont une mission commune sur Avatar, mais celle-ci paraît si futile qu'elle en devient risible. Voilà pourquoi on est là. L'unobtanium. Parce que ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. C'est la seule raison. Le ciment sémantique de nos cultures était jadis assuré par les religions, si imparfaites soient-elles. Le siècle dernier, elles se sont fait balayer par des explications plus objectives, scientifiques et plus efficaces du monde. Et actuellement, il semble qu'une idée n'a de valeur que si elle découle d'une justification soit scientifique, soit économique. Mais quid de ce qui échappe à toutes ces logiques? Quid de l'éthique ou de la bonté? Quid de la philosophie ou de la beauté? Devons-nous les écarter car elles ne nous apportent pas assez? Voir le monde de la perspective unique, de la pure logique et de la doctrine du profit nous a peu à peu vidé l'âme qui animait notre esprit. Nous avons perdu de vue notre appartenance au cosmos, notre lien au divin et notre rôle sur Terre au service de l'évolution de la vie. Nous avons soif de savoir, au sens le plus viscéral du terme. Nous avons soif de savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes faits. Et peut-être, sans le voir, vous avez soif de vous sentir relié à plus grand. Vous avez soif de connexion. Mais pas de façon intellectuelle, comme une simple définition. Nous devons la prendre à un niveau bien plus profond, avant le langage, à l'intérieur de notre être, que certaines personnes appellent l'âme. Nous devons réapprendre à nous relier. Les Na'vi, aussi primitifs qu'ils y paraissent, incarnent cette connexion à la vie dans leurs gestes et leurs paroles. Ils parlent avec respect, ils ne cherchent pas à tromper la mort, car elle fait pour eux partie de la vie, et ils prennent en compte la nature quand ils utilisent des ressources. Ils observent le monde autour d'eux pour en apprécier les nuances et les subtilités. Ils font confiance à l'esprit d'équilibre de la nature. Ils ne sont pas leurrés par des futilités, mais se contentent de simplicité. Et là encore, quel contraste. Voilà pourquoi on est là. Parce que ce petit caillou gris vaut 20 millions de kilos. C'est la seule raison. Et c'est peut-être l'impression que vous avez au fond. Peut-être que vous aspirez à plus de connexion. Et si c'est le cas, bienvenue à la maison. Car c'est aussi ma quête et ma mission. Se relier à la vie, avec plus de vitalité et de conviction. Nous aussi, nous avons besoin d'utiliser notre corps et notre intuition, d'explorer des voies écartées pour se rapprocher de notre mission, de créer une culture qui célèbre l'être et son évolution. Mais si vous commencez à savourer la grande profondeur d'Avatar et tout le potentiel imaginatif qu'il dépeint dans nos esprits en quête d'orientation, cet opus ne reste pas sans imperfection. Il y a bien sûr l'aspect caricatural entre les deux camps, Na'vi contre humains, gentils contre méchants. C'est vrai qu'il s'agit après tout d'une histoire de méchants occidentaux qui vont piller les ressources ailleurs, et beaucoup de critiques ont souligné la simplicité apparente du scénario, et sa flagrante ressemblance avec celui de nombreux films. Mais remarquons à quel point ce choix simplifie la narration. Peut-être qu'Avatar n'aurait pas connu le succès et l'impact qu'il a eu sans le parti pris de la simplicité. Non. Ce qui est bien plus dérangeant pour mon esprit, c'est la façon dont se résout le conflit entre les humains et les Na'vi. Le clan des gentils repousse celui des méchants en les écrasant. Flèches, explosions, écrasements et giclées de sang. Cela perpétue encore et encore un scénario vu et revu, tant sur le plan cinématographique qu'hélas, historique. Quel dommage. Cet opus reflétait tant de belles vertus pour notre culture qui saigne déjà et de toutes parts au bord du conflit. Mais James Cameron n'a pas su proposer d'alternative aux fins du style Marvel qu'on connaît bien. Car cette fin montre un jeu à somme nulle, où chaque clan doit soit mater, soit être maté pour subsister. Notre civilisation a besoin d'une troisième voie. Nous devons créer, dans notre imaginaire collectif, des scénarios où les conflits se résolvent autrement que par la violence. Est-ce trop optimiste? Peut-être, mais ça s'est déjà vu dans l'histoire, et à maintes reprises. Gandhi en Inde, Martin Luther King, pour la lutte des Noirs américains contre la ségrégation. Le 14e Dalai Lama en exil en Inde pour résoudre le conflit sino-tibétain. Adolfo Pérez Esquives en Amérique latine. Vinoba Bhave à nouveau en Inde. Lech Welecha
et Václav Havel contre les gouvernements communistes polonais et tchèques. Certains reprochent à Avatar son idéalisme. Nous pourrions lui reprocher l'inverse. Avatar manque d'idéalisme. Il se conforme sur la fin aux résolutions vues et revues, celle de la bagarre comme seule issue. Quelle issue aurait été possible? Celle de la résistance non violente. Car comme le dit ce vieil adage japonais, un homme qui a maîtrisé l'art n'utilise pas le sabre, et l'adversaire se tue lui-même. La violence appellera toujours la violence. Et sans surprise, dans le deuxième opus, les méchants réapparaissent encore plus féroces et déterminés. Les Na'vi, qui ont changé la vision du monde de nombreux spectateurs, réussiront-ils à persuader leurs ennemis jurés que la guerre n'est pas l'unique voie, que nous pouvons suivre une autre orientation, que la régénération prime sur l'extraction, que l'écoute peut vaincre l'aveugle action, que la nature prime sur toute accaparation. Bref, que nous pouvons vivre d'une autre façon. Une façon qui atténue nos soifs de pouvoir. Une façon qui valorise la sagesse sur l'orgueil de l'avoir. Une façon orientée sur l'être et non sur l'avoir. Serait-ce possible dans le monde d'Avatar? Nous ferons le bilan dans une prochaine vidéo. Et sur ce, bonne initiation à la voie de l'eau.